la crinière du lion qui nous caractérise. Et son rugissement, celui qui terrorise. Dans la savane de la première division, on règne sans conteste avec le plus grand nombre de saisons. On fait partie du paysage, plus de 80 ans d'âge. Mais les crocs du lion sont toujours aiguisés, acérés, attisés par un glorieux passé. La flamme qui vit dans nos cœurs ne connaît pas d'extincteur. À l'origine du professionnalisme et du championnat de France, on est longtemps resté une référence. Notre lion a engendré des lionceaux, premier club assez doté d'un centre de formation. 3 coupes et 2 titres nationaux majeurs, quelques aventures européennes et pour l'heure des talents disséminés un peu partout, pas d'aigreur, une fierté, c'est comme ça, par chez nous. La crinière du lion. Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à 20h, un peu moins de 20h, car après il y a la rediffusion de la Franche Info. On va parler ce soir de sport, vous l'avez bien compris, c'est le terme un petit peu, c'est le thème on va dire plutôt de l'émission. Les termes c'est pas ici, c'est un peu plus loin, ça fait du bien aussi, il fait très froid en Franche-Comté. Là on va parler sport bien évidemment ce soir, on va parler de football international, on va parler de ce qui s'est passé en Ligue 1, la Ligue des Champions également. On va revenir sur le Ballon d'Or, il y a eu le Ballon d'Or la semaine dernière, en tout cas il y a eu plusieurs Ballons d'Or, il y a eu plusieurs catégories qui ont été décernées lors de la cérémonie de France Football. On va revenir également sur tout ce qui s'est passé en Ligue 1 ce week-end. Bien évidemment, évoquer la Ligue 2 avec la page sur le FC Montbéliard qui recevait l'équipe de Pau. Super match et surtout les dernières secondes superbes dans cette partie. On va revenir sur ce qui s'est passé en National 2, National 3. Ça sera avec notre ami Frédéric Fitch qui nous donnera les résultats. Alors là, on va assister à la passe lyonnaise, on verra ça avec lui tout à l'heure. On parlera handball, évidemment, le championnat, normalement la Pro League, et puis également le championnat du monde féminin avec nos Byzantines qui sont engagés en Espagne. Et puis on verra un petit peu sur le basket, bref, vous l'avez compris, tout le sport. Allez, on va déjà écouter un petit peu ce générique, même si on l'adore. Voilà, ça fait du bien, ça s'arrête. Comme je dis, même si on l'adore, mais ce soir, on a du monde ici. On a déjà Mister Frédéric Fitch. Bonsoir Fred. Salut Fred, bonsoir à tous. Bon, comment ça va? Bon, ça va, après un bon dimanche de foot. Oui, c'est vrai que tu étais du côté du Racing, qui jouait du côté de Saint-Apollinaire. Bah, tu nous diras tout à l'heure ce que tu as pensé de cette rencontre. Et puis tu nous donneras surtout tous les résultats de cette 9e journée en National 3. Et on est avec Monsieur Yves Nachin. Comment ça va, monsieur Yves? Ça va, merci. Et grand sportif devant l'éternel. Oui, j'allais le dire, oui, exactement. Bon, ça va, tout va bien? Oui, bien sûr, oui, il faut, oui. Bon, ça nous fait plaisir que tu viennes un petit coup dans cette émission pour discuter un peu avec nous. On va maintenant s'intéresser à tout ce qui s'est passé. On va faire notre petit tour d'horizon des championnats étrangers pour te regarder un petit peu ce qui s'était passé. Mr. Frédéric Fitch, il est déjà sur son téléphone, là, il y a déjà les agents qui l'appellent, les agents du monde entier sont déjà en ligne avec lui. Là, il est en train de, je pense, faire un transfert, non? Kylian Mbappé peut-être, non. le départ, non? Non, on n'a pas de nouvelles. T'as pas de nouvelles de Kylian Mbappé? Bah, non, ça, c'est pas il est bien normal. au PSG pour l'instant, voilà. Il est bien au PSG, écoute. Il est toujours au PSG, mais je ne vais pas faire de publicité sur les agents, concernant les agents du joueur. Bah déjà, il faudra en connaître quelques-uns déjà avant de faire de la publicité. Ça, c'est mieux. Bon, allez, on va regarder quand même un petit peu ce week-end tout ce qui s'est passé à l'étranger. Un petit peu, mais bon, vu que j'étais après le foot, c'était un peu compliqué. Vu que j'ai pas trop hier, parce que vu que j'étais un peu... Oui, t'étais pas ici hier. T'étais sur un terrain de foot qui n'avait pas de tribune d'ailleurs. Non. Voilà. On va dire découverte, mais à ras de terre, on va dire. C'est ça, bon, on en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. Direction la Bundesliga, est-ce que ça vous dit? Ah, mais attends, faut que je te mette ton micro là. On traverse le Rhin pour commencer. On traverse le Rhin, pas à la nage parce qu'il fait trop froid. Non. On va le traverser en bateau. On passe le pont du Rhin à Strasbourg, autrement. Tout ça. Exactement. Direction, comme je le disais, la Bundesliga pour regarder un petit peu ce qui s'est passé dans cette 14e journée qui débutait ce vendredi avec Union Berlin qui a battu Leipzig 2-1. Ça continuait ce samedi avec tout d'abord le carton. On peut dire que c'est un carton. Le Bayer Leverkusen a battu, toujours un peu le club, j'ai du mal à prononcer le nom, Greuther Fürth.
7 buts à 1 avec un quadruplé pour Patrick Schick. Bon, ça fait mal, hein, 7-1 quand même. Faut s'en relever après. Dans le même temps, Mayence a battu Wolfsburg 3-0. Hoffenheim a battu l'Eintracht Francfort 3-2. Augsbourg s'est incliné chez lui face à Bochum 3-2. Match nul entre Bielefeld et puis Cologne, 1 but partout. Le Bayern Munich est allé s'imposer difficilement du côté du Borussia Dortmund 3-2. Stuttgart et le Hertha Berlin, 2 buts partout. Et puis un autre carton également, c'est Fribourg qui est allé battre le Borussia Mönchengladbach 6-0. Il n'y a plus d'autres rencontres dans cette 14e journée. Vous avez vu, il y a quand même beaucoup de buts. Ça fait 6 et 4, 10, 15, 17, 17 et 5, 22. Ouais, je fais la table des multiplications. Bref, il y a plus de 30 buts ce week-end en Allemagne. On approche presque les 40 buts. Donc ça a été prolifique. Au classement, Munich est toujours en tête avec 34 points, suivi de Dortmund, 30 points. Leverkusen est 3e avec 27 points, Fribourg 4e avec 25 points, et puis 5e Hoffenheim avec 23 points. Et en dernière position, on retrouve 18e Greuther Fürth avec seulement un petit point. Bon, autant dire que c'est quasiment plié. À mon avis, ça va être très compliqué pour ce club de rester en Bundesliga. Au classement des buteurs, c'est Robert Lewandowski qui en est à 16 buts. D'ailleurs, on parlera de lui tout à l'heure en ce qui concerne le Ballon d'Or. On va s'intéresser à ce qui s'est passé cette fois-ci. On va un petit peu plus bas, direction l'Italie, pour regarder ce qui s'est passé dans cette 16e journée. Avec tout d'abord les rencontres qui avaient lieu donc, ce dimanche, car tout s'est joué ce dimanche après-midi avec le Milan AC qui a battu Salernitana 2-0. L'Inter de Milan est allé battre l'AS Rome 3-0. D'ailleurs, ça chauffe un petit peu pour notre ami qui est l'entraîneur de l'AS Rome. José Mourinho, si je ne me trompe pas. C'est ça. Bravo, bien joué. Exactement. Et apparemment, c'est pas le top en ce moment du côté de l'AS Rome pour lui. L'Atalanta Bergame est allé battre Naples 3-2. La Fiorentina en a fait de même. Ça, c'était les rencontres de ce samedi. Maintenant, c'est les rencontres de ce dimanche. La Fiorentina est allée battre Bologne 3-2. Et la Vérone est allée battre Venise 4-3. La Spezia et Sassuolo se quittent sur un match nul 2 buts partout. La Lazio de Rome est allée battre Sampdoria de Gênes 3-1. Et la Juventus de Turin a battu Genoa 2-0. Beaucoup de buts également en Italie ce week-end. Et il restera encore 2 rencontres ce soir, donc ce lundi 6 décembre. Avec à 18h30, bientôt, dans quelques instants, Empoli-Udinese et puis à 20h45, Cagliari-Torino. Pour le moment, au classement, le Milan AC est en tête avec 38 points, c'est très serré. L'Inter du Milan est 2e avec 37 points, 3e Naples, 36 points, 4e l'Atalanta Bergame, 34 points et 5e la Juventus de Turin avec 27 points. Et en bas de classement, on retrouve 19e Cagliari, 9 points et puis 20e Salernitana, 8 points. Et puis, classement des buteurs, Vlahovic, qui est d'ailleurs toujours intéressé, le PSG s'intéresse toujours à lui, avec 13 buts, et Immobilier avec 13 buts également sont en tête du classement des buteurs en ce qui concerne la Serie A. Direction, cette fois-ci, la Liga. On va un petit peu plus à l'ouest et on va regarder ce qui s'est passé pour cette 16e journée également, qui débutait ce vendredi avec Grenade qui a battu Alaves 2-1. Les autres résultats de ce samedi avec le FC Séville qui a battu Villarreal 1-0. Le FC Barcelone qui s'est incliné chez lui face au Betis Séville 1-0. D'ailleurs, du côté du FC Barcelone, on parle d'un certain joueur qui est passé par Sochaux, qui s'appelle Cédric Bakambu et qui pourrait arriver du côté du FC Barcelone. Donc on suivra ça avec intérêt dans les prochains jours, les prochaines semaines. Le Real Mallorca le Real Mallorca, je vais recommencer, est allé battre, voilà, c'est mieux si on remet les syllabes dans le bon ordre. L'Atlético Madrid 2-1, il y a quand même des surprises en ce qui concerne la Liga. Et le Real de Madrid, lui, est allé battre la Real Sociedad 2-0. D'autres résultats avec le Rayo Vallecano qui a battu l'Espagnol Barcelone 1-0. Elche a battu Cadix 3-1. Et puis Levante et Osasuna se quittent sur un match nul 0 partout. Alors que le FC Valence est allé battre Celta Vigo 2-1. Il restera une rencontre pour clôturer cette 16e journée. Retafe recevra l'Athletic Bilbao à partir de 21h ce lundi. Au classement, le Real Madrid reste en tête avec 39 points, suivi du FC Séville 31 points. Le troisième, c'est le Betis Séville 30 points. Décidément, les deux clubs de Séville font un très bon début de saison. L'Atlético Madrid, lui, est quatrième avec 29 points. Et la Real Sociedad rétrograde et elle est
5e avec 29 points. En bas de classement, 19e, Retafe, 10 points. Et puis 20e, Levante, 8 points. Au classement débuteur, c'est le Français Karim Benzema qui en est à 12 buts, suivi de Vinicius, 10 buts. Vinicius qui intéresse aussi le PSG. On va continuer un petit peu notre tour d'horizon. On va aller du côté de la Première Ligue pour regarder un petit peu ce qui s'est passé pour cette 15e journée chez nos amis anglais. Avec tout d'abord les rencontres qui avaient lieu ce samedi. Avec West Ham qui a battu Chelsea 3-2. Décidément, cette équipe de West Ham fait elle aussi un super début de saison. Newcastle a battu Burnley 1-0. Liverpool est allé battre Wolverhampton 1-0. Southampton et Brighton se quittent sur un match nul 1-1 avec un but du français Neil Maupay à la 90e minute de jeu pour Brighton. Watford s'est incliné chez lui face à Manchester City avec un doublé pour Bernardo Silva 3-1. Tottenham a battu Norwich City 3-0. Manchester United a battu Crystal Palace 1-0. Et puis Leeds United, Brentford se quitte sur un match nul 2 buts partout. Et Aston Villa a battu Leicester City 2-1. Et il restera une rencontre ce lundi 6 décembre à partir de 21h. Everton recevra Arsenal pour terminer cette 15e journée. Au classement, Manchester City est en tête avec 35 points. Vous allez voir que c'est serré aussi en Angleterre. Avec deuxième Liverpool, 34 points. Troisième Chelsea, 33 points. Quatrième West Ham, 27 points. Cinquième Tottenham, 25 points. Et on retrouve par exemple Manchester United avec 24 points, qui est sixième. Septième Arsenal avec 23 points. Et en bas de classement, Norwich City ferme la marche en étant 20e avec 10 points. Au classement débuteur, Mohamed Salah est en tête avec 13 buts. Un petit tour chez nos amis suisses, juste à côté, juste pour vous donner quelques résultats de cette 16e journée. Avec le Servette de Genève qui est allé battre les Young Boys de Berne 2-1. Le FC Zurich a battu Lucerne 4-0. Et puis d'autres résultats avec le FC Bâle et Lausanne Sport qui se quittent sur un match nul 1 but partout. Lugano a battu le FC Sion 2-0. Et puis les Grasshoppers Zurich sont allés s'imposer chez notre ancien entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard, Peter Zedler, 4-0 avec un triplé pour Seine. Et puis du côté du classement, Zurich, le FC Zurich est en tête avec 34 points, suivi du deuxième, le FC Bâle, 30 points. Et en bas de classement, 10e, Lucerne avec 10 points. Et Arthur Cabral du FC Bâle en est à 14 buts. Eh bien, c'est bien, on a fait le tour d'horizon. Bon, ça vous a plu, messieurs, un petit peu, d'aller regarder ce qui se passe un peu à l'étranger? Ah oui, tout à fait, oui. Bon, on va parler de quoi maintenant? On va parler du ballon d'or. On parle un peu du ballon d'or avec ballon d'or des moins de 21 ans. Bon, bah ça, tu dois le savoir, Mr. Fit. Non, on va être galant quand même. On va commencer par l'ancien. Non, mais on va déjà être galant. On va commencer par le ballon d'or féminin. Et espagnol. Exactement, avec. Du Barça. Et c'est qui? Oh là là. Bon, monsieur Fit, vous prendrez votre chèque. Prendrez votre chèque à la sortie. C'est Alexia Pucella, qui justement est la capitaine du FC Barcelone, et c'est elle qui a remporté le Ballon d'Or féminin, donc bravo à elle. On écoute tout de suite. Merci d'être avec nous pour remettre ce Ballon d'Or féminin. Kylian, avant de parler de ce Ballon d'Or féminin, un mot sur toi. On a vu ton classement il y a quelques minutes. Un nouveau top 10. Depuis 4 ans, 3 joueurs seulement ont réussi l'exploit de finir dans les 10 premiers à chaque fois. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Et toi? Non, c'est un plaisir, mais je ne suis pas comme eux. Eux, ils ont gagné beaucoup de fois. C'est des légendes. Et j'ai la chance maintenant de jouer avec Léo. C'est un honneur incroyable. Donc, j'apprends tous les jours avec lui. Et juste avoir mon nom à côté des leurs, c'est un honneur et une fierté. C'est son Ballon d'Or féminin 2021. Jennifer Hermoso, Spain. Samantha Kerr, Australia. Lieke Martens, Netherlands. Viviane Miedema, Netherlands. Alexia Putellas, Spain. Kylian, c'est à vous. Et la vainqueur est Alexia Putellas. Je suis très ému, à vrai dire. C'est un moment très spécial. También es muy especial tener aquí a mis
Tout comme compañeras, le fait d'avoir ici con las que ce tanto soir hemos vivido y vivir este momento, la toutes verdad que me mes hace muy coéquipières feliz. et je suis très heureuse de vivre ce moment avec Quiero elles. empezar, quiero Et si vous me dedicarle, voy a permettez, intentar no emocionarme. je vais essayer de ne Este pas momento pleurer. alguien que J'aimerais ha sido es y siempre será muy dédier especial ce para mí. moment à quelqu'un qui a toujours été très spécial pour moi et qui le sera toujours. Por quien hago todo, Pour espero que qui estés muy orgulloso je fais de tu hija. Allí donde estés, esto es tout ce para que je ti. fais. J'espère que tu es fier de ta fille. Ce prix est pour toi, papa. Et oui, elle a remercié son papa Alexia Putellas qui est donc Ballon d'Or féminin 2021. Donc bravo à elle. On va continuer à éplucher un petit peu tous ces Ballons d'Or avec le Ballon d'Or des moins de 21 ans qui est revenu donc à l'Espagnol Pedri qui évolue du côté du FC Barcelone. On l'écoute tout de suite. Fabio, si vous êtes là ce soir, c'est pour remettre le premier ballon au meilleur joueur de moins de 21 ans. Et voici les 5 finalistes. Jude Bellingham, England. Mason Greenwood, England. Nuno Mendes, Portugal. Jamal Musiala, Germany. Pedri, Spain. Fabio, it's you. Open the envelope, please. The winner is Fabio, voilà l'enveloppe. Pedri. Le vainqueur est Pedri. Bonsoir à tous. Il y a peu, j'ai eu 19 ans et je crois que la meilleure façon de le célébrer, c'était de recevoir ce prix aux côtés des meilleurs footballeurs au monde. Et je le dédie au Barça et à tous ceux qui m'ont appuyé jour après jour, en particulier au capitaine, par exemple Léo qui est ici. Merci pour ton aide. Et oui, c'était le Ballon d'Or, c'est-à-dire Pedri qui a promis un très bel avenir, le joueur du FC Barcelone. On va maintenant s'intéresser au Ballon d'Or du meilleur attaquant. Et là, vous allez voir qui est donc le meilleur attaquant. Ce trophée, j'en suis fier. Il me tient à cœur de récompenser ces attaquants qui font basculer des matchs, ces joueurs-là qui ont la responsabilité de finir des actions, ces hommes qui peuvent passer de 0 à héros ou de héros à 0 en une fraction de seconde. Et je connais bien cette sensation. J'ouvre l'enveloppe et le vainqueur est Robert Lewandowski. Je dois dire que je suis très fier d'être ici après presque 2 ans de cette traversée difficile qu'a été la pandémie. Je suis très honoré par ce trophée, ce prix. Je sais ce que ça veut dire d'être là sur le terrain, être un buteur, parvenir à ses fins. C'est très agréable d'être ici 2 ans après cette trêve. C'était Robert Lewandowski qui est donc le meilleur attaquant. Il aurait pu aussi prétendre à être peut-être Ballon d'Or, on verra ça tout à l'heure. Après, Didier Drogba a voulu saluer, rappelez-vous, on est à l'Euro, Christian Eriksen s'écroule. Voilà, juste en plein milieu du match, voilà, tout le monde était très inquiet. Et il y a un de ses coéquipiers, Simon Kjær, qui lui a sauvé la vie en lui faisant les premiers secours. Eh bien, on va écouter tout de suite Didier Drogba qui rend hommage à Simon Kjær. J'aimerais prendre un moment pour parler de quelque chose qui est vraiment important pour moi. J'aimerais saluer un homme qui a fait une véritable différence cette année. C'est un héros. Ça va au-delà du foot. Au-delà de nous. Pour moi, ça a été le moment fort de 2021. Simon Kjær a sauvé la vie de son partenaire, Christian Eriksen, le 12 juin de cette année. Mesdames et messieurs, applaudissez le capitaine danois, Simon Kjær. Et oui, on peut l'applaudir, Simon Kjær, qui a sauvé la vie de son coéquipier Christian Eriksen, et puis aussi toute l'équipe danoise qui est venue autour de son capitaine et qui a surtout fait un barrage pour ne pas qu'on puisse prendre des photos ou prendre des images dans un moment aussi
aussi compliqué et douloureux, mais en tous les cas, Christian Eriksen a repris le football, donc ça c'est tout de même une bonne nouvelle. On va continuer avec le Ballon d'Or Yakin, c'est-à-dire on récompense le meilleur gardien. Alors qui est le meilleur gardien? On écoute. Qui sont les 5 finalistes du trophée Yashin? Who are the 5 finalists? Let's find out. Gianluigi Donnarumma, Italie. Ederson, Brésil. Edouard Mendy, Sénégal. Manuel Neuer, Germanie. Jan Oblak, Slovénia. Je lui donne son triomphe, l'enveloppe est suivante. Alors Didier. Le trophée Yashin 2021 est attribué à monsieur Gianluigi Donnarumma. C'est donc le gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma, qui est donc sacré meilleur gardien. Bon, certains diront qu'Edouard Mendy méritait peut-être plus. Après, c'est chacun choisit un petit peu ce qu'il entend. Mais en tous les cas, c'est donc Gianluigi Donnarumma qui est élu meilleur gardien, donc qui a remporté aussi également l'Euro. On va maintenant s'intéresser au Ballon d'Or. Alors, qui est Ballon d'Or 2021? Le vainqueur du 65e Ballon d'Or France Football est Lionel Messi. Tu le veux, hein, ce ballon? Hein? Je vais te faire attendre un tout petit peu encore. Prends la parole, à toi la parole, s'il te plaît. Voilà, buenas noches a todos. Bonne soirée à tout le monde. La verdad que À vrai dire, c'est incroyable d'être là à nouveau. Il y a 2 ans, j'ai cru que ce serait mes dernières années, je ne savais pas ce qui allait se passer, et aujourd'hui, me revoilà ici devant vous. Alors, on a commencé à me demander quand est-ce que j'allais prendre ma retraite. Et à vrai dire, aujourd'hui, je suis là à Paris. J'en suis vraiment très heureux. Je suis très heureux d'être là. J'ai très envie de continuer à me battre et à atteindre de nouveaux objectifs, de nouveaux buts. Alors, je ne sais pas combien d'années j'ai devant moi encore, mais j'espère qu'il y en aura beaucoup parce que vraiment, je m'amuse énormément. Nous sommes ici, à Paris. Je vais te demander de presser ce buzzer chez toi, ici, à Paris, avec ce 7e Ballon d'Or France Football. This is for you. C'est pour toi. This is it. Voilà. C'est Dominique Paris. Et ce Ballon d'Or 2021. Voilà, tu es partout dans Paris, Léo, avec ce Ballon d'Or. Tu es ici, chez toi, à la maison. Bravo, 2 monuments. Encore bravo, s'il vous plaît, à Léo Messi pour ce 7e Ballon d'Or. Et oui, c'est donc Ballon d'Or pour Léo Messi. Alors, beaucoup diront que ça l'arsène. C'est pas. Oui, donc beaucoup ne sont pas forcément très satisfaits que ce soit Léo Messi. Certains auraient voulu que ce soit Robert Lewandowski également. C'est vrai qu'il a fait une belle saison. Après, Léo Messi a gagné la Copa América. Après, il va peut-être falloir que les notations peut-être changent du côté de France Football. Je crois qu'un des dirigeants de France Football a annoncé que peut-être la façon de noter allait changer dans les années à venir. Donc on verra. Après, chacun, il y en a qui sont pour Léo Messi, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour Lewandowski, il y en a d'autres qui sont contre. Enfin bref, c'est très, très parsemé. Donc si vous voulez nous dire un petit peu si vous êtes OK pour ce Ballon d'Or qui est Léo Messi, 03 81 50 67 51, n'hésitez pas à faire travailler Monsieur Frédéric Fitch au standard. Oui Fred, alors attends.
Il y a combien de Français dans le top 5 Exactement. Karim Benzema 4e et N'Golo Kanté 5e. Tout à fait. Après, ils sont quand même, en termes de points, quand même assez loin. Après, c'est vrai que c'est un peu étonnant. Notamment pour Karim Benzema, je pense. Qui a fait une bonne saison, puisqu'avec le Real, et puis son retour en équipe de France qui a été payant. Qui a été payant. Donc c'est vrai que, après, c'est pour ça que peut-être que les notations seront peut-être à revoir. Il y a peut-être des choses qu'il faut faire évoluer. Comme Edouard Mendy qui a fait une super saison, le gardien, c'est finalement Gianluigi Donnarumma qui n'a pas joué beaucoup, c'est vrai, avec le Paris Saint-Germain, mais qui a gagné quand même l'Euro. Alors est-ce qu'on privilégie... C'est peut-être son début d'année au Milan AC, puisqu'il venait du Milan AC. C'est ça. Alors est-ce qu'on privilégie des joueurs... C'est avec le Barça, quoi. Oui, après, est-ce qu'on privilégie des joueurs qui ont gagné des compétitions contre des joueurs qui ont fait une belle saison mais qui n'ont pas gagné de compétition? Alors après, je pense qu'il y a des choses aussi pour Messi, c'est peut-être la Coupe d'Amérique du Sud, peut-être. Oui, la Copa América. Oui, sans doute. Et puis le Barça, quoi. Parce qu'il a quand même été meilleur joueur de la Copa América. Pas à suivre. Et dans le dernier groupe, celui du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, lui, terminera deuxième, c'est certain. Et les Parisiens recevront le FC Bruges et Leipzig recevra Manchester City ce mardi à 18h45. Les deux rencontres. Donc voilà, tout est déjà ficelé dans ce groupe. On va refermer cette page Ligue des Champions et puis on va regarder un petit peu les équipes françaises. Quel va être leur programme? Alors on commence par le groupe A avec Lyon qui est largement en tête, qui a 15 points, qui est déjà qualifié, qui recevra les Glasgow Rangers qui eux sont deuxième. Et qui pourrait se faire passer devant par le Sparta Prague, mais il va falloir que le Sparta mette des buts face à Brøndby. Et puis dans le groupe de Monaco était en tête de son groupe avec 11 points, suivi du PSV Eindhoven avec 8 points. Et puis donc Monaco se rendra à Sturm Graz, alors que dans le même temps, la Real Sociedad recevra le PSV Eindhoven ce jeudi 9 décembre à 18h45, les deux rencontres. Et dans le groupe de l'OM, l'Olympique de Marseille, tout est déjà ficelé, car l'Olympique de Marseille peut rester à cette troisième place. Mais attention, Lokomotiv Moscou est à 2 points également. Oui, ils sont déjà éliminés. Oui, ils sont déjà éliminés, bien sûr. Mais ils peuvent rester à cette troisième place, on va dire honorifique, si on peut dire comme ça. Car Marseille recevra le Lokomotiv Moscou à 21h, alors que dans le même temps, la Lazio de Rome recevra Galatasaray. Et là, la première place va se jouer entre les deux équipes. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de cette Coupe d'Europe. Bon, ça t'a plu, Fred, le programme? Oui, c'est un bon programme. Bon, tu vas pas regarder Marseille, là, si? Tu vas regarder quand même Marseille? Oui, Marseille, oui. Même si c'est ça compte pour du beurre, mais bon, pour eux... Oui, là, ça compte pour du beurre. Mais peut-être, même pour le PSG, c'est déjà fait. Mais Lille, ça peut être agréable à regarder, puisqu'il y a de l'enjeu pour Lille. Pour Lyon, c'est déjà fait. Pour les deux autres clubs aussi, il y a de l'enjeu dans ce groupe. Monaco et Rennes, quoi, aussi. Voilà, je pense que c'est un des groupes où il y a le plus gros enjeu, avec Benfica Barcelone aussi, qui va être... Non, c'est Bayern-Barcelone aussi. Voilà, c'est Bayern-Barcelone, mais ça va se jouer entre le Barça et Benfica. Quoi. Ça va être très chaud. Ouais, ça va être très chaud. C'est bien. Par contre, si les deux perdent, c'est le Barça qui est qualifié. C'est le Barça qui est qualifié de toute façon. C'est ça. Ça restera en statu quo. Donc ça va être très. Je vois mal le Barça aller en Ligue Europe. Franchement. Après, ça peut arriver. Hein. C'est pas ça ferait bizarre quand même. C'est pas parce qu'on est forcément un grand club qu'on peut pas passer au travers une saison, hein, ça arrive. Hein, les grands clubs ont aussi des zones. Pour le Barça, c'est quasiment une première. Ce serait quasiment une première depuis longtemps. Oui, après, ils peuvent avoir aussi des turbulences. Ils ont des problèmes financiers. Ils n'ont pas pu garder beaucoup de joueurs. La Juventus aussi, a des problèmes financiers aussi. Oui, mais la Juve, même si la Juve a eu un début de championnat compliqué, même si elle est remontée depuis. Hein, ils ont été relégués à un moment donné, la Juve en plus. C'est ça. Maintenant, ils sont cinquièmes. Mais par contre, voilà, ce qui peut être paradoxal, c'est qu'en championnat, ils ont eu des problèmes en début de saison. Et par contre, ils n'ont pas eu de problème en Ligue des Champions. Ils ont tout de suite battu Chelsea. Ils ont fait carrément un sans faute. Donc, c'était le match choc en plus Chelsea. Chelsea, c'est rare en match de poule quand même. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, c'est comme ça. Les grands clubs aussi peuvent avoir des moments où ils sont pas très bien. Dans la tourmente, quoi. Exactement, dans la tourmente. Bon, alors là, on va revenir un petit peu plus. On revient un peu plus par ici. Et puis, on va parler de la division 1 Arkema. Alors, tu vas déjà nous donner les résultats, mais tu nous parles pas d'OL FC 91, hein, d'accord? Tu nous donnes les autres résultats. Pas d'OL et FC Fleury, donc. On en parlera après. On va en parler du PSG, puisqu'on. Oui, vas-y, donne-nous les résultats. Ils sont imposés dans le dernier. C'est quelle journée déjà?
10e journée. Ça marche. Alors, le PSG qui s'est imposé du côté du GPSO 92 ici, donc ici les Moulineaux, 3-0 dans le derby parisien. Donc. Oui, faut mieux abréger quand c'est comme ça. Carrément. Contre ici les Moulineaux, on peut dire. Exactement. Sinon, le Paris FC a fait match nul à Montpellier 0-0. Le Stade de Reims a battu Soyaux 3-1. Les Girondins de Bordeaux et Dijon ont fait match nul 1 but partout. Même score entre Guingamp et la Saint-Etienne. T'as dit quoi, Sochaux? Non, Soyaux, j'ai dit. Soyaux, j'ai dit. J'ai cru qu'ils avaient monté une équipe professionnelle féminine à Sochaux. Bah, peut-être qu'un jour, on l'espère. Ah oui, il y a déjà des U13. Oui, c'est vrai. Non, il y a déjà des U13. Ça commence à venir et j'espère qu'un jour, il y aura vraiment une équipe professionnelle à Sochaux féminine. Et puis un partout aussi entre Guingamp et Saint-Etienne. Donc. Bon, ben voilà. Et puis l'OL. Allez, vas-y, donne-nous le résultat de Lyon OL FC 91. FC Fleury. Et les Lyonnais se sont imposés 4-0. Exactement. Et puis on va écouter la réaction de Wendy Renard qui revenait de blessure après une longue absence. Et puis également de Julie de Bévert qui, elle, dit on a essayé de se faire plaisir face à Lyon. Oui, mais Wendy, merci. Alors avant qu'on parle du match, avant qu'on parle du résultat, parlez-nous de vous et de votre plaisir d'avoir retrouvé la compétition et le groupe aujourd'hui. C'est vrai que j'ai été épargnée des terrains pendant un certain moment. C'est toujours difficile de regarder les coéquipiers jouer, mais ça fait plaisir de retrouver la compétition, les coéquipiers, d'avoir gagné surtout. Et après, personnellement, oui, c'est sûr, je ne suis pas encore à 100%. Le rythme, c'est un peu dur. Mais ça va venir petit à petit et ouais, on va continuer à travailler même si on enchaîne là tous les 3 jours, donc ça va être difficile de travailler, mais on va essayer de continuer à travailler pour retrouver vite le rythme et la forme. Wendy, qu'est-ce que Lyon prouve encore ce soir? Vous reprenez tranquillement la tête du championnat, vous gagnez largement malgré les blessés, il y a un gros marathon qui arrive, qu'est-ce que vous prouvez encore ce soir? Non, on se prouve à nous-mêmes qu'on est capable, qu'on a un groupe, on est solidaire et que, comme vous l'avez très bien souligné, il y a beaucoup de blessures, surtout au milieu de terrain. Là, il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés en fin, donc c'était un peu difficile, mais ça fait aussi du bien pour elles de prendre un peu d'expérience, un peu de temps de jeu. Donc après, on prouve qu'on a un groupe, comme je l'ai dit, et puis là, c'est sûr qu'on va enchaîner tous les 3 jours. Ça va être important de bien récupérer, d'essayer de travailler au maximum et de peaufiner les petits automatismes, parce que pour ma part, personnellement, même si je connais très bien mes partenaires, mais quand on est éloigné des terrains pendant un certain moment, voilà, il faut retrouver les automatismes, il faut retrouver aussi les déplacements. Il y a l'adversaire aussi qui vous pose des problèmes, donc il y a tout ça à prendre en compte dans un laps de temps. Donc c'est tout ça. Après, collectivement, voilà, on est bien. La coach donne un maximum de confiance. On a un staff aussi, donc c'est bien. Il faut continuer comme ça. Merci beaucoup. Merci. Oui, qui avait aussi pas sa doudoune et pas son écharpe, mais en tout cas une bonne couverture autour d'elle pour pas avoir froid. Julie, j'imagine que il y a un peu de frustration ce soir parce que oui, le résultat est lourd, mais non, c'est pas le même Fleury qu'on avait vu face au PSG en début de saison. Oui, exact. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de frustration parce que c'est le genre de match où voilà, ça se joue au détail. Je pense vraiment que si on arrive à mettre cette occasion à la 15e minute, ça change le cours du match. C'est plus des efforts à 80%, mais à 100%, voire même 150%. Mais voilà, on le sait, on joue contre une équipe élite. C'est des matchs qui jouent au détail, mais voilà, je pense que le style de jeu qu'on peut proposer, en tout cas déjà le jeu qu'on peut proposer est déjà intéressant et c'est déjà un pas en avant. Qu'est-ce que vous êtes contente d'avoir montré ce soir ? Moi personnellement, et je pense collectivement, on est content d'avoir montré surtout le travail qu'on a accompli cette saison. On fait une belle saison, on essaye de jouer. C'était plus le cas il y a des années où on prenait vraiment énormément de buts, on jouait pas, on décidait de subir. Aujourd'hui, on essaie de proposer un jeu. On a essayé tout au moins de se faire plaisir et c'est ce qu'on retient aujourd'hui. Merci beaucoup. De rien. C'était chez nos confrères de Canal+, ces réactions. Allez, monsieur Frédéric Fitch, vous allez nous donner le classement de cette division 1 Arkema. Ce sont les Lyonnais qui sont en tête avec 30 points, 10 matchs, 10 victoires, donc à sans faute. Ça nous rappelle quelque chose. Ça me rappelle un club, on en parlera tout à l'heure. Bon, qui n'en est pas encore à 10, mais bon, bref. Deuxième, le Paris Saint-Germain avec 27 points, qui compte 9 victoires et une défaite. Troisième, le Paris FC avec 22 points. Et puis, il ferme la marche ici, 14e, avec... Attendez, parce que... Oula, il n'arrive pas à lire. Non, c'est qui est 12e et dernier avec 4 points.
Et 11e Saint-Etienne avec 5 points. Donc. Voilà. Bon, décidément, ça va pas très fort non plus chez les féminines du côté de l'AS Saint-Etienne. On va... En parlant de Saint-Etienne, on va passer à la Ligue 1 maintenant. Exactement, voilà, tu vas faire la transition. On va parler de la Ligue 1 et on va bien évidemment envoyer le jingle. C'est parti pour la Ligue 1 pour cette 17e journée qui débutait donc Ah, oula, il y a quelqu'un qui a appuyé sur un bouton, ça doit être moi, voilà, c'est rien. C'est pas grave, c'est les ordinateurs. On va regarder ce qui s'est passé car la journée était en tout cas sur 2 jours, samedi et dimanche. Il n'y avait pas de match avancé le vendredi. Avec ce samedi à 17h, l'Olympique de Marseille qui recevait le Stade brestois. Ça ne s'est pas très bien passé pour les Marseillais. C'est une défaite avec des buts signés Romain Fèvre, 53e sur pénalty, malgré l'ouverture du score pour Marseille du Brésilien Gerson à la 29e minute de jeu. Et c'est Franck Honorat, qu'on connaît bien du côté de Sochaux, à la 70e minute de jeu, qui marque le but victorieux pour cette équipe de Brest. On va écouter les réactions de Matteo Guendouzi, c'est le milieu de terrain de cette équipe de Marseille, qui lui dit que leur seconde mi-temps n'a pas été bonne du tout. Et puis Michel Derzakarian qui rappelle que son équipe défend, mais elle sait aussi marquer des buts. Voilà, première mi-temps, on l'a très bien maîtrisé avec le premier but. On avait la possession du ballon, on a eu des situations, ils n'ont pas été dangereux en première mi-temps. Et voilà, le penalty. On n'a pas très bien débuté la deuxième mi-temps et c'est ce qui nous a mis dedans après. Bien sûr, c'est pas la première fois depuis le début de saison. Il y a plein de matchs qu'on maîtrise et on n'arrive pas à marquer le deuxième but. Et voilà, comme on l'a vu aussi à Nantes, on a marqué un but et on maîtrisait le match, mais on n'a pas réussi à marquer le deuxième but. Donc on sait qu'à n'importe quel moment, on peut se faire égaliser. Et c'est ce qui s'est passé. Derrière, on se reprend un but derrière. Non, on joue comme on travaille à l'entraînement en ce moment et on avait quand même eu quand même des bons résultats, à part le match à Galatasaray. Donc c'est vrai que quand on gagne les matchs, tout le monde dit qu'on joue très bien, et quand on perd les matchs, bizarrement on joue très mal. Donc si on retient la première mi-temps, on a très bien joué, on a fait de très bonnes choses et c'était très intéressant. Et la deuxième mi-temps, elle a été un peu catastrophique, parce que voilà, il y avait un partout. Si je marquais le deuxième but, je pense qu'on se met à l'abri et je pense pas qu'on aurait reçu un deuxième but par la suite. Donc bien évidemment que si j'avais marqué ce but, je pense que c'est un tout autre match. Et donc ça va être à moi et à lui de travailler la finition. On est très déçus, on est tous très déçus de ce résultat ce soir. Voilà, on sait qu'il y a d'autres matchs qui vont suivre et va falloir les prochains matchs. Oui, en première mi-temps, on était en place, mais ce que je leur ai dit, on ne récupère pas les ballons. Ils ont fait une petite passe à 10, ils nous faisaient courir, mais bon, ils n'ont pas été non plus, à part 2 situations qu'ils ont, ils n'ont pas été très dangereux non plus. Voilà, ils faisaient courir le ballon, mais sans être très dangereux. Mais après, je leur ai demandé d'être plus actifs sur le porteur du ballon, être plus près les uns des autres pour mieux récupérer le ballon. C'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps. On a monté l'intensité dans les distances, dans l'agressivité. On a bien récupéré le ballon et on l'a beaucoup mieux utilisé. On s'est créé beaucoup de situations aussi. On savait que c'est une équipe qui allait être poussée par leur public pour aller marquer des buts et qui allait laisser des espaces. On l'a très bien fait en deuxième mi-temps. On aurait même pu marquer un troisième, même s'ils ont eu une belle occasion pour égaliser avec quand sur le centre Marco la dévie comme dans les pieds de, je sais pas si c'est Gerson qui tire à côté. Et grosse deuxième mi-temps dans notre part. Ouais. On était venus pour bien défendre dans le premier temps, dans notre moitié de terrain et les contrer. En contre-attaque, on a été très bon en deuxième mi-temps parce qu'on a bien utilisé les espaces, on a été beaucoup plus tranchant et plus juste techniquement surtout. Parce qu'en première mi-temps, on a eu 2 séquences de jeu, c'est tout. On n'arrivait pas à se projeter vers l'avant, il y a eu trop de jeux directs. Et là, ça a été plus rapide, mais c'était au sol, ça allait beaucoup plus vite. Oui, mais on
l'a vu à Nantes aussi, quand ils marquent, ils sont en supériorité, ils conservent le ballon. Et ils le font très bien, hein, attention, hein, ils le font très très bien. Hein. Et ils font courir. Mais après, il faut gagner, il faut marquer un but de plus que l'adversaire. Nous, on a marqué un but de plus que l'adversaire. On fait que défendre, mais on marque tous les matchs quand même. Hein. Non, il y a une équipe qui fait que défendre dans son camp, mais qui marque des buts. C'est ça, une équipe qui défend dans son camp, mais qui marque des buts, c'est ce que disait Michel Derzakarian. Le deuxième match de ce samedi soir à 19h, c'est Lille qui recevait 3. Pourtant, c'est 3 qui va ouvrir le score dès la 6e minute de jeu par Dingome. Et puis ensuite, c'est Jonathan David qui va égaliser pour cette équipe de Lille à la 48e minute de jeu. Et c'est Giraudon contre son camp, le Troyen, 85e minute de jeu, qui va donner la victoire à cette équipe de Lille. Mais c'était mal embarqué pour les Lillois. On va écouter Jocelyn Gorenet qui dit on a fait des changements à la mi-temps et ça a apporté ses fruits. Et puis Laurent Batles qui parle d'un match intéressant de son équipe. Mais dans le football, eh bien, il faut marquer des buts. Oui, d'une manière générale, on a eu un match très difficile, mais on savait que ce serait très difficile. On se l'est rendu encore plus difficile en prenant un but au bout de 5 minutes, ce qui est assez peu habituel chez nous. Généralement, c'est plutôt nous qui ouvrons le score. Et là, ça a été un scénario un peu inversé. On a évidemment fait des changements à la mi-temps et ensuite en deuxième mi-temps pour créer des choses, et ça a eu plutôt de l'effet. C'est sûr que l'entrée de Jonas avec sa détermination, mais aussi son calme, parce qu'il garde toujours la tête froide, nous ont beaucoup aidés. Il était, je sais pas comment vous dire, voilà, simplement le fait de lui dire on reprend, tu repasses devant, on fait reculer Renato, tu vas être avec Bourak, vous faites la pression sur la construction comme vous avez l'habitude de faire. Et son oui coach, il était parlant pour moi. Je pense qu'on a montré un football intéressant. Malgré tout, pour gagner des matchs, il faut être plus performant dans les deux surfaces. Je pense qu'on a été malgré tout un peu inoffensif, notamment offensivement. Et sur les deux buts que l'on prend, on peut, je pense, les éviter, notamment le second, où je pense qu'il y a une erreur au niveau défensif, où il y avait un manque de communication. Après, c'est la 85e, on est au 3e match dans la semaine. Mais malgré tout, c'est des points qu'on perd et qui sont vraiment importants pour nous. Je ne sais pas si on peut être frustré parce qu'on n'a pas non plus eu énormément d'occasions. Donc, je pense que la qualité individuelle, notamment des joueurs de Lille, a fait la différence ce soir. On a essayé d'imposer, nous, notre collectif par rapport à eux, ce qui a pas trop mal marché, je trouve. Maintenant, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'encore une fois, c'est un peu comme à Marseille, on a l'occasion de pouvoir centrer, de pouvoir marquer, et en fait, derrière, on prend un but alors qu'on est en phase offensive. Donc, on a essayé de faire des choses. Moi, j'ai rien à reprocher à mes joueurs, mais je pense qu'à un moment donné, pour ramasser des points, il faut, notamment dans les 5 dernières minutes, quand vous êtes chez le champion en titre, il faut avoir des qualités morales et des valeurs morales encore plus importantes. Et on peut pas prendre des buts comme on a pris, notamment le second, où on doit aller chercher des valeurs autres et repousser encore ses limites, même si c'est le 3e match dans la semaine. On doit faire mieux défensivement. Notre entame de match, elle était très bonne, comme presque pendant une demi-heure en première mi-temps. Après, c'est un super but. Voilà, après, on a perdu un petit peu le fil. On a perdu un peu de ballon techniquement avec la fatigue peut-être. Lille est revenu un petit peu dans le match. Donc voilà, il fallait faire le dos rond. À la mi-temps, je leur ai demandé de rester rigoureux et malheureusement, on a pris ce but un peu trop vite pour pouvoir prétendre prendre des points ce soir. Et je suis déçu pour les joueurs, je suis déçu pour les spectateurs aussi qui sont venus. Et pour le club, bien sûr, parce que c'est important de ramener des points de partout. C'était l'objectif d'essayer de performer partout. Et oui, quand on vient de monter en Ligue 1, il faut prendre des points un petit peu partout où l'on va. Et c'est ce que n'ont pas fait les Troyens. Du côté de Lille, on va regarder ce qui s'est passé pour le dernier match de ce samedi à 21h. Lens recevait le Paris Saint-Germain. Lens, une des équipes les plus performantes et surtout une des équipes qui pratique
on va le dire, hein, le plus beau football en ce moment, avec le stade de Rennes aussi. Moi, j'aime bien. C'est vrai, c'est ces deux équipes qui pratiquent vraiment du beau jeu. Donc le PSG avait fort à faire en se déplaçant du côté du stade Bollaert, même si les Parisiens, dans l'entrée de match, ont touché les montants, auraient pu ouvrir le score. Et finalement, c'est Lens qui va ouvrir le score par Seko Fofana à la 62e minute de jeu, mais c'est totalement mérité. Et puis Wijnaldum va égaliser à la 90e, mais sur l'ensemble de la partie, Lens aurait mérité la victoire. Mais en football, on sait très bien que les auraient mérité si... voilà, c'est comme ça, c'est le football. Et c'est vrai que cette équipe parisienne a réussi à égaliser juste en fin de partie. Mais c'est vrai que si Lens s'était imposé dans cette rencontre, il n'aurait rien eu à dire tant cette équipe, voilà, comme je le dis, pratique du beau jeu. Et puis c'est vrai qu'on a plaisir à la voir évoluer. On va écouter... tout de suite, les réactions de Franck Hez qui, lui, il revient sur Jean-Louis Leca qui a fait aussi un superbe match, mais surtout sur la prestation collective de son équipe. Et puis Mauricio Pochettino, lui, il rend hommage, vous allez l'entendre, à cette équipe de Lens. Même titre que beaucoup de joueurs, que l'ensemble de l'effectif. Il a fait un exceptionnel match. Et il a fait, je pense, 2-3 parades exceptionnelles. Il fallait aussi que notre gardien, je l'avais d'ailleurs dit, je crois que c'était avec vous, qu'il fallait que tout le monde soit aligné, que pour faire un résultat contre le PSG aussi, il faut que tout le monde et que notre gardien fasse certainement 1, 2 ou 3 arrêts de grande classe. C'est ce qu'il a fait ce soir. Voilà, ça, c'est bien de... Ça montre que Jean-Louis a beaucoup de qualité. En fait, ce soir, j'ai pas envie de... Honnêtement, j'ai vraiment pas envie de sortir de joueurs. Voilà, je le fais pour Jean-Louis parce que je pense qu'il a été un petit peu dans le dur, un peu attaqué, mais Seko déjà c'est pas nouveau. Et puis je crois que c'est le collectif qu'il faut ressortir ce soir. C'est le collectif. On a fait un match plein à tous les niveaux, voilà, et pour continuer à avoir des ambitions dans le jeu et des ambitions dans le résultat, il faut continuer à faire des matchs pleins. Voilà, et contre Nantes vendredi prochain. Voilà. D'ores et déjà contre Nantes vendredi prochain. Je pense qu'avec le nombre de matchs que nous jouons, on a besoin que ceux qui sortent du banc aient un impact sur l'équipe. Nous sommes contents parce qu'ils ont été décisifs et nous ont donné un point qui était très important pour l'équipe. Bien sûr, vous pouvez voir combien la Ligue 1 est difficile et vous pouvez voir à quel point il est difficile pour tous les clubs de gagner. Aujourd'hui, c'était difficile et nous devons accorder du mérite à Lens parce que c'est une très bonne équipe. Alors, c'est Lens, c'est une très bonne équipe, comme le rappelle Mauricio Pochettino. Et après, chez nos confrères de l'Afterfoot RMC, j'ai repris un son d'un supporter, il se nomme Christophe, et je trouvais que c'était assez sympa et assez symptomatique de la situation du Paris Saint-Germain et de celle de Mauricio Pochettino, dont ce supporter demande carrément le départ. Vous allez l'écouter, donc je le rappelle, c'était chez nos confrères de l'Afterfoot sur RMC. Christophe, supporter du Paris Saint-Germain au 32-16. Salut Christophe. Bonjour. Bonjour messieurs. Salut Christophe. Bonsoir. Alors, raconte-nous comment t'as vécu cette première. Raconte-nous ta joie. Raconte-nous ta joie. Il faut me prévenir quand Paris joue en noir. Non, parce que moi j'ai été surpris, tu vois. Bon, ça. Si j'ai été surpris, je regarde le match, je me dis merde, on joue en noir ce soir, j'ai pas compris. Et surtout on joue bien, quoi, c'est ça. Et on joue super bien, du beau ballon, tu vois, de la profondeur. Des transitions incroyables. Des joueurs qui courent, de la possession. Tout le monde défend. Tu vois, je me dis, tu t'es dit, ils ont changé d'entraîneur. Oui, alors attendez, parce que justement, comme vous êtes un grand média, il faudrait faire une alerte enlèvement. On a perdu un mec habillé tout en blanc sur le banc. Le mec, on l'a perdu, on ne sait pas où il est. Putain, sérieux, c'est une cata, mais c'est une catastrophe, mais c'est une catastrophe. Mais à quel moment on va réagir là? Non, mais parce que là, c'est la pire équipe depuis 10 piges. C'est un débat qu'on avait cette semaine, on était beaucoup nombreux d'accord sur la question. En tout cas, après 22 matchs et demi, on a rarement vu un PSG aussi passif, en tout cas, et sans réaction match après match. La Kimpembe, tu sais, le déménagement. C'est pas le pire aujourd'hui, Christophe. Et encore aujourd'hui, il fait du bien. Non, mais je pense qu'en fait, il n'y en a pas un à sortir du lot. Mais le mec fait quand même 90... Oh bah, oui. Tu sais, c'est jamais bon quand tu vois à Paris Navas, tu vois. C'est jamais très très bon signe. Attends, mais c'est une catastrophe. Mais il n'y en a pas un qui met un pied devant l'autre. Le Danilo, il est
J'ai pas de mots. Di Maria, j'ai pas de mots. Messi, on n'en parle pas. Mais en fait, c'est tous, quoi. Et alors, Verratti qui passe sa vie à plonger. Mais celui-ci, mais quand est-ce qu'on va le vendre? Quand il n'est pas blessé, c'est un blaireau. J'en peux plus de cette équipe. Je n'en peux plus. Bon, le tableau est bien sombre. Selon toi, Paris pourrait mener 1-0, hein, si on doit être tout à fait honnête. Après ces 46 premières minutes, Paris a eu des occasions, peut-être même les plus grosses occasions. Hein. Un poteau, un arrêt à la dernière minute, à la dernière seconde de l'écart. Paris aurait pu mener. Mais bon, les Lensois auraient dû marquer aussi. Allez, si t'as un à 1, il n'y a rien à dire. Oui, bien sûr. Christophe, moi j'ai vraiment une question et c'est pas une blague. Est-ce que tu peux me dire en quelle tactique a défendu le Paris Saint-Germain dans cette première mi-temps? Est-ce que c'est un 4-4-2? Est-ce que c'est un 4-3-3? Est-ce que c'est un 4-5? Honnêtement, je peux pas te dire. Honnêtement, on n'a pas d'entraîneur. On a un mec qui est paumé complètement et tout le monde trouve ça. Enfin, tout le monde, je dis bien tout le monde. On est bien d'accord au sein du club parce qu'on est tous d'accord, mais tous d'accord que c'est une catastrophe. Mais ce mec-là, alors lui, il est complètement perdu. Hein. Il faut qu'il s'en aille. Là, il faut qu'il parte. Mais maintenant, hein, il ne faut pas qu'il parte. Mais mettez-moi même un adjoint, hein, je m'en fous. Hein. Mais lui, il est complètement perdu. Complètement perdu, c'était l'avis de ce supporter chez nos confrères de RMC. Ça reflète un petit peu la situation du Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'on a du mal à reconnaître cette équipe parisienne en ce moment. Donc, est-ce que le départ de Mauricio Pochettino est acté du côté des dirigeants du Paris Saint-Germain? On ne sait pas, on verra en tout cas dans les semaines qui viennent. Mais il va falloir que le Paris Saint-Germain redresse la barre et que les joueurs montrent un peu plus de volonté sur le terrain. On va regarder ce qui s'est passé pour les matchs qui avaient lieu ce dimanche avec tout d'abord la SSE Rennes. Alors la SSE, c'est compliqué. Ça l'était avant le match. Ça l'est encore plus après le match. Ça l'a été toute la semaine car cette équipe de Saint-Etienne cherche un repreneur. Et donc vous allez le voir, il y a déjà Salgado qu'on connaît, qui est passé par le Real de Madrid et qui a été envoyé aussi également par des émissaires russes pour peut-être reprendre le club. On va écouter déjà ce qu'il a dit justement sur cette équipe de l'AS Saint-Etienne et surtout sur ce que les personnes pour qui il travaille recherchent en France. On écoute. C'est une question très difficile. C'est un voyage loisir et business. Je travaille pour une holding de 2 personnes russes qui dirigent ce groupe et nous avons plusieurs équipes en Europe. On cherche à entrer dans un pays comme la France, avec de bons centres de formation. On a vu comment était Saint-Etienne en tant que club. Saint-Etienne nous plaît aussi car il a un centre de formation très fort. On cherche un club qui forme et sort de bons joueurs. Saint-Etienne est l'un d'eux. Mais c'était une visite et on va visiter d'autres clubs en France. Lesquels? Je n'en sais rien. Moi, je fais ce que me disent les chefs et j'y vais avec eux. C'était comment le Forêt? Il faisait froid à Saint-Etienne, mais le stade rénové, ce qui m'a surpris aussi, c'est l'ambiance. Et ce que je ne savais pas, c'est que le club a un titre de champion de plus que le PSG, 10 contre 9. L'histoire de Saint-Etienne m'a surpris. Et en tout cas, il a été surpris, Michel Salgado, et peut-être que c'est les gens pour qui il travaille qui vont reprendre le club. En tous les cas, les Saint-Etienne cherche un repreneur et surtout maintenant cherche un entraîneur, comme me le rappelait monsieur Frédéric Fitch. Et oui, il cherche aussi un entraîneur car Claude Puel a été mis à pied après la lourde défaite face au Stade Rennais du côté de Geoffroy Guichard, 5-0. Un triplé pour Martin Terrier, 22e, 28e, 48e minute de jeu. Des buts signés Masson et puis Hugo Choukoua du côté de Rennes et qui ont en tous les cas fait que l'entraîneur a été mis à pied. Et il y a des noms, on parle déjà, Pascal Duprat, il y a peut-être d'autres noms, monsieur Fitch. Pascal Duprat, tiens le retour. Tiens. On en parle. Après, tu voulais me dire quelque chose sur Saint-Etienne? Michel Salgado, c'était un grand joueur du Real Madrid. Ah bah bien sûr, oui, un grand joueur. Il a joué 10 ans au Real, 371 matchs
Donc, voilà, donc c'était en 10 ans de 99 à 2009. Donc il cherche un club en France et peut-être que ça sera l'AS Saint-Étienne. Je vous propose. Il était entraîneur adjoint de l'équipe d'Égypte en ce moment, ouais, donc c'est pour ça. Donc il a 46 ans. Donc. On écoute Claude Puel avant sa mise à pied et puis également Bruno Genesio qui lui rend aussi hommage à la SSE car pour lui sur ces derniers matchs ils n'ont pas été récompensés. Par une situation, un contexte difficile à appréhender pour tout le monde, pour tous les joueurs. Il y avait beaucoup d'envie. Et c'est matérialisé par ce premier quart d'heure, 20 minutes, où on a bousculé l'équipe rennaise. On a eu de bonnes entreprises, on a fait montrer des choses intéressantes. Malheureusement, on n'a pas su concrétiser ce temps fort. Avec ou des situations ou un peu plus de justesse devant le but et meilleur décalage, meilleure passe, meilleure centre qui nous aurait permis de concrétiser tout ça. C'est vraiment dommage. Et puis comme souvent dans ces contextes-là, des petites choses peuvent vite dérégler l'équipe et je pense qu'à savoir Harold, qui avait fait un très bon début de match, a dû sortir blessé. Et puis le temps qu'on se réorganise, on prend le premier but à la foulée. Et voilà, même si après on essaye encore sur des situations, encore une fois, mal maîtrisées. Voilà, on concède notre deuxième et on s'est liquéfié un petit peu. Et on perd de la structure et on perd face à une telle équipe des moments de solidité. Et après, c'est toujours difficile de réagir, même si on est revenu en deuxième mi-temps pour essayer de faire quelque chose de bien. Et on prend ce quatrième d'entrée qui met un terme au match. En tout cas, sur les matchs qu'on avait observés, on a vu une équipe qui n'était pas récompensée en termes de points par rapport à ce qu'ils avaient fait. Ce soir, c'est un contexte particulier lorsque vous êtes déjà en difficulté avec 2 tribunes fermées et que vous êtes mené 3-0 à la mi-temps. C'est très très compliqué pour eux. Donc c'est pas sur ce match-là qu'on peut juger le potentiel de cette équipe qui, je maintiens, pour moi, ne mérite pas d'être dernière. Non, mais Martin, on connaît tous ses qualités. Pour moi, il a toutes les qualités d'un attaquant de haut niveau, que ce soit athlétiquement ou techniquement ou tactiquement dans ses déplacements. Il sait qu'il doit gagner en régularité et en agressivité. C'est ce qu'il est en train de faire petit à petit. Je suis très content pour lui. C'est son premier triplé en professionnel. Donc ça le récompense. Il est, je trouve, en progrès. Je pense que l'apport de Gaëtan à côté de lui l'aide aussi énormément. Et donc je suis très content d'avoir des attaquants qui performent comme lui et Gaëtan. Et oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui aimeraient avoir des attaquants qui performent aussi bien que ceux de Rennes en ce moment. Et on va vous donner les autres résultats à 15h. Monaco a battu sèchement l'équipe de Metz 4-0. Montpellier en a fait de même face au Clermont Foot, mais pas sur le même score, 1-0. Nantes est allé s'imposer du côté de Lorient, 1-0. Angers en a fait de même du côté de Reims, 2-1. Et puis, ça ne va pas très bien pour les hommes de Christophe Galtier et l'OGC Nice qui s'inclinent chez eux du côté de l'Alliance, je vais y arriver, et Riviera. Face à Strasbourg, c'est-à-dire 3-0. Décidément, rien ne va plus pour Nice en ce moment. Et puis, dans le dernier match de cette 17e journée de Ligue 1, un beau match d'ailleurs entre Bordeaux et Lyon, franchement. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai regardé ce match et c'est vrai que j'ai trouvé un match très plaisant, animé pour le 3e match de la semaine, car il y a eu une journée aussi de Ligue 1 dans la semaine. Donc, les joueurs n'avaient pas l'air trop fatigués et ils ont livré une belle prestation. Ce sont les Lyonnais qui vont ouvrir le score par Jason Denayer à la 29e minute de jeu. Ensuite, c'est l'égalisation pour Malo Gusto contre son camp pour cette équipe de Bordeaux, 36e minute de jeu. Alors, c'est Rémi Houdin qui se lance aussi également et finalement le but a été attribué aux Lyonnais. Malo Gusto contre son camp.
Et ensuite, c'est Thiago Mendes, 41e, qui nous a crédité d'une superbe demi-volée. 2-1 pour Lyon. Et finalement, c'est Elis, 58e, qui va égaliser pour cette équipe de Bordeaux. D'ailleurs, cette équipe de Bordeaux aurait pu arracher la victoire dans les dernières secondes de cette partie. Mais on en restera là, 2 buts partout. On va écouter les réactions. J'ai oublié de vous passer la réaction concernant la SSE, mais on y reviendra juste après. On va écouter les réactions de Jean Onana du côté de cette équipe de Bordeaux, et puis également de Bruno Guimarães, le Brésilien de cette équipe de Lyon. On les écoute tous les deux. Malheureusement, à la fin du match, on rate les ratables. Mais bon, on était solide durant tout le match, c'est l'important. Est-ce que vous allez retenir le fait de partager les points ou le fait d'avoir bien réagi après la claque à Strasbourg? Je pense que le fait d'avoir bien réagi, on était plus compact. Malgré qu'on ait pris 2 buts, on était plus compact. Donc c'est ça les plus importants. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, triste, ça va tristesse aujourd'hui. À mon avis, on a fait un meilleur match que Bordeaux. Mais c'est dur. On a pris 2 buts, c'est notre faute, c'est à nous qu'on a dû laisser faire des choses. Pour marquer là-bas, c'est trop difficile. Et on fait des choses mauvaises, on prend des buts faciles. Ben, c'est dur. Je suis vraiment frustré pour ça. C'est la tristesse aujourd'hui. L'Olympique Lyonnais n'est pas encore guéri, Bruno. J'ai pas compris. Vous n'êtes pas encore guéri? Ouais, je pense que ça manquait un peu plus d'intensité. Peut-être à la fin, on a eu des occasions. Mais on n'a pas marqué, c'est dur. Je suis désolé pour les supporter. Mais il faut qu'ils continuent à croire en nous parce qu'il y a beaucoup de championnats. J'espère qu'ils vont aider les jeunes. Ils ont plus besoin que ça. C'est dur. C'est dur, comme dit Bruno Guimarães. On va juste faire un petit retour en arrière. Je vous l'avais promis d'entendre Jean-Guy Rioux, le président de l'Union des supporters stéphanois, justement, qui parlait du rachat et qu'il ne fallait pas vendre à n'importe qui. Vous allez voir, il y a un petit parallèle entre Lens et Sochaux. Vous vous rappelez, il y a quelques années, un certain Mamadov, je crois. Il faut qu'il y ait des investisseurs et qu'il y ait les reins solides. Parce que je pense qu'il y a quand même quelques projets qui ont dû arriver à l'AS Saint-Etienne qui étaient complètement farfelus et qui auraient amené le club à la catastrophe s'il n'y avait pas eu cette banque pour bloquer ces projets-là. Donc oui, j'espère en tous les cas que c'est un garde-fou et que ça garantira que lorsque les fonds sont déposés auprès de la banque, ce soit de véritables fonds et qui ne disparaissent pas, comme cela avait pu arriver quelques années auparavant, quelques dizaines d'années avec Lens, où il y avait un investisseur qui n'avait pas les reins assez solides pour amener l'argent qui était initialement prévu. Je pense qu'il ne faut pas vendre le club à n'importe qui. Ça, j'en suis convaincu. La Saint-Etienne est un club à part dans le monde du football français. Déjà, c'est le club le plus titré et depuis 1981, personne n'a réussi encore à avoir 10 titres de champion. C'était donc Jean-Guy Rioux, le président de l'Union des supporters stéphanois. Donc on va suivre un petit peu ça, ce rachat du côté. Vous allez voir, vous avez vu, il y a un petit parallèle entre l'affaire Lens-Sochaux il y a quelques années et cette histoire de Mamadov. Allez, on n'en parle pas plus, que c'est douloureux encore. Tout n'est pas encore cicatrisé, comme dirait l'autre. C'est encore une affaire plus que compliquée. On va vous dire ce qui va se passer pour la prochaine journée en Ligue 1 et après on attaque la Ligue 2. Alors ce sera la 18e journée ce vendredi 10 décembre à 21h. On retrouvera Nantes-Lens. Samedi 11 décembre, on continue cette 18e journée à 17h. Brest-Montpellier à 21h. Reims-Saint-Etienne. Et puis ce dimanche 12 décembre, on clôture cette 18e journée avec à 13h Lille-Lyon. Ça va être assez sympa à suivre. À partir de 15h, on retrouvera 3 Bordeaux, Rennes-Nice, Angers-Clermont, Metz-Lorient. À 17h, Strasbourg-Marseille. Ça va être sympa aussi. Ça va être un beau match. Paris Saint-Germain, Monaco à 20h45. Là aussi, une belle rencontre encore au programme. Décidément, cette 18e journée, il y aura des rencontres très sympas. Au classement, le Paris Saint-Germain reste en tête avec 42 points, suivi de Rennes, 2e, 31 points, 3e Marseille, 29 points, 4e Nice, 27 points, mais toujours un point en suspension.
Et le 5e Lens avec 27 points en bas de tableau. On retrouve Bordeaux 18e, 14 points. 19e Metz, 12 points. Et 20e Saint-Etienne avec 12 points. Au classement des buteurs, Jonathan David, le Lillois, on est à 11 buts. Wissam Ben Yedder, le Monégasque, 9 buts. Et puis Gaëtan Laborde de Rennes, lui, on est à 9 buts également. Eh bien, on a terminé avec cette Ligue 1. Moi, ce que je vous propose, c'est que c'est terminé. On rentre chez nous. Non, bien sûr, on plaisante. On plaisante. Allez, ici, supporters socialiens, supportrices et supporters socialiens, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Bon, c'est parti, on vous attend, surtout 03 81 50 67 51. Eh, venez vous exprimer. Sochaux a regoûté à la victoire et ça fait du bien. On envoie le jingle.